Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes et vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de l'internaute et de Ouest France. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va co-animer l'émission avec moi. Je vous rappelle très rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir aux propos de notre invité et poser votre question à Ségolène Royal. Et Michel et moi-même, on va se faire un plaisir de la transmettre à notre invité. Ségolène Royal, pour commencer, Nicolas Sarkozy a fait un retour très remarqué hier lors d'un bureau politique de crise à l'UMP. Que vous inspirent ces images de ce retour de Nicolas Sarkozy et ce retour annoncé d'ailleurs en politique de l'ancien chef de l'État? Il faut se souvenir des raisons pour lesquelles il y a ce retour, entre guillemets. C'est d'abord et avant tout parce que le Conseil constitutionnel a retoqué les comptes de campagne de l'ancien président de la République, ce qui est quand même grave dans l'histoire des institutions, que cette décision était la confirmation d'une autre décision en première instance de la Commission nationale des comptes de campagne, qui a relevé 3 infractions, c'est le mot qui est utilisé, 3 infractions. D'abord, le financement de la campagne sur des fonds de l'Élysée, c'est-à-dire payés par les contribuables sans contrôle. Deuxièmement, le déficit de déclaration, c'est-à-dire la non-sincérité des déclarations, dit la Commission nationale, ce qui est quand même grave. Il s'agit d'une réunion publique à Toulon de décembre 2020. D'une centaine de réunions publiques des supporters du candidat de l'époque qui n'ont pas été comptabilisés, dit la Commission nationale, une centaine de réunions. Et enfin, le dépassement du plafond. Mais vous savez, s'il s'était agi d'un maire d'une commune rurale, des territoires que l'on connaît, il y a beaucoup dans l'ouest de la France, mais il aurait été déclaré inéligible. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour un certain nombre de candidats socialistes. Exactement. Et de candidats UMP, puisqu'il y a eu 4 annulations UMP. de parlementaires UMP, 4 annulations de parlementaires socialistes et 1 de parlementaires centristes qui se sont retrouvés inéligibles. Quelqueurfois, absolument. Alors, quelquefois, pour des dépassements minimes. Oui, Est-ce que la loi n'est pas trop sévère? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit plus proportionnée? Au contraire, la loi n'est pas assez sévère pour un ancien candidat à l'élection présidentielle, puisque lui n'est pas déclaré inéligible. Donc, au lieu de revenir en triomphateur, je trouve qu'il devrait avoir un comportement beaucoup plus respectueux. Il devrait être inéligible. La loi ne le permet. Je ne peux pas dire ça parce que la loi ne le prévoit pas. Ce que je dis, c'est que s'il s'était agi d'un maire ou d'un parlementaire, aujourd'hui, il serait inéligible. Donc ce comportement de triomphateur est un peu décalé. Je crois que c'est toute la vie politique et une fois de plus le manque de moralisation de la vie politique qui en prend aujourd'hui un nouveau coup. Et quand il dit « je suis solidaire de mon parti », c'est le contraire. Il vient chercher en plus la solidarité de son parti. Alors que qu'il devrait rembourser de sa propre poche les 11 millions qui manquent à l'UMP aujourd'hui? Ça serait pas normal puisque c'est lui qui a commis l'infraction. Vous voyez, donc là il va chercher des contributions des militants qui... Ces contributions-là vont être en partie donc payées par les contribuables, puisqu'elles sont déductibles des revenus imposables à hauteur de 66%. Donc une nouvelle fois, c'est le contribuable qui va encore payer ce qu'il a déjà payé, puisque l'utilisation du budget de l'Élysée n'était pas conforme à la loi, était déjà une transgression de la loi. Vous vous réjouissez des déboires de l'UMP ou vous vous dites au contraire, non, c'est un peu dommage pour la démocratie? Vous savez, ça n'a rien de réjouissant comme spectacle, honnêtement. Je crois qu'à un moment où les Français subissent la crise, ce dont on a besoin, c'est de moralisation de la vie politique. Et une nouvelle fois, mais même devant le monde entier, parce que les gens regardent beaucoup ce qui se passe dans la démocratie française. Voir qu'un ancien président de la République non seulement critique le Conseil constitutionnel, alors qu'il a été le garant des institutions et qu'il a encore des devoirs en tant qu'ancien président. Donc il n'a pas à mettre en cause la clé de voûte de la démocratie française, qu'est le Conseil constitutionnel, qui est le juge suprême qui vérifie la conformité de la loi à la loi fondamentale de la République française, c'est-à-dire à la Constitution, et qu'aujourd'hui ils se permettent de critiquer les décisions parce qu'elles ne lui sont pas favorables et qu'elles font donc simplement... Donc pour vous, c'est un mauvais message adressé à tous ceux qui enfreignent la loi? Exactement, puisqu'il y a 2 poids, 2 mesures d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il se présente comme une victime là où il est coupable.
Il a un certain talent de communication, je n'en disconviens pas. Mais vous savez, à un moment, il faut quand même remettre des règles. Il y a des droits, il y a des devoirs. Il y a la loi qui doit être appliquée par tous. Et la seule chose qu'on puisse regretter, c'est qu'il ait fallu 1 an pour mettre à jour la réalité. Pourquoi? Parce qu'il a fallu la première instance, le compte national, ensuite le Conseil constitutionnel. Donc s'il y a eu 1 an, c'est que les choses ont été regardées avec beaucoup d'attention par ces instances et que ce qu'elles disent correspondent à la réalité. Et on aurait pu attendre d'un ancien chef de l'État qu'il fasse amende honorable et qu'il dise oui, je n'ai pas respecté les textes dont acte et je vais réparer la faute que j'ai commise. Vous trouvez qu'on a beaucoup entendu le Parti socialiste dans ce débat-là dire ce que vous dites là aujourd'hui? Vous ne le trouvez pas un peu trop discret, le Parti socialiste? Écoutez, pourquoi non? Voilà, je dis les choses, elles ont été dites. Vous me posez les questions, donc je vous réponds. Voilà. Alors Ségolène Royal, vous avez sorti il y a déjà un petit mois aux éditions Grasset cette belle idée du courage, un livre politique sur le courage en politique, avec une galerie de portraits de personnalités qui vous ont inspiré, que vous appelez d'ailleurs les passeurs de courage dans le livre. Il y a des internautes qui ont lu le livre et qui nous ont posé des questions pour vous. Par exemple, Carole vous demande pourquoi ce livre, alors qu'on s'attend plus à des idées, par exemple, en période de crise ou à un programme politique, pourquoi avoir choisi de faire cette galerie de portraits entre guillemets? Justement, parce que ce n'est pas un livre politique, c'est un livre presque de culture générale, au fond, de valeurs fondamentales. Là, on n'est pas à faire des projets ou des bilans. J'ai fait le projet en 2007, j'ai fait un projet pour 2012, j'ai un projet dans la région que je préside. Mais l'engagement au service d'une cause, ça va bien au-delà. Et j'ai répondu finalement à tous les gens qui me disaient, quand même après les coups que vous avez pris et les obstacles que vous avez franchis, les grandes difficultés que vous avez vécues, qu'est-ce qui fait que vous continuez en politique à un moment où la politique a perdu de son prestige? On a également beaucoup d'internautes qui nous posent cette question. Voilà, et c'est ça, c'est la réponse. Est-ce que c'est une manière de dresser un portrait de vous aussi en filigrane de cette quinzaine de portraits qui se trouvent dans le livre? Je n'aurais pas cette prétention de me comparer à Mandela, à Roosevelt, à Jeanne d'Arc, à François Mitterrand ou à Jaurès ou bien d'autres, ou Olympe de Gouges, Louise Michel, parce que les femmes aussi ont une part importante dans ce livre. Mais simplement, c'est vrai que j'ai puisé dans ces itinéraires une force, une énergie, une admiration, une contemplation et au fond des raisons de continuer à s'engager. Et tout un chacun peut y trouver, même quand ceux qui ont des épreuves dans leur vie personnelle, quand on lit ces itinéraires, on se dit, attends, on se pose, on regarde aussi le bon côté de la vie, on va chercher en soi l'énergie dont on a besoin, on avance avec les gens qu'on aime et qui vous aiment, et puis on rebondit et on regarde l'avenir plutôt que de regarder le passé. Alors parmi les chapitres, il y a celui consacré aux ouvriers de Liège, donc entreprise dans votre région. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est aujourd'hui cette entreprise après un nouveau dépôt de bilan et un redressement judiciaire en avril, je crois? Où en est-on aujourd'hui chez Liège? D'abord, c'est un combat magnifique que je décris. C'est vrai que ces ouvriers qui ont tenu bon, qui sont restés solidaires de leur entreprise, que la région a aidé. Alors, il y a 2 choses dans Liège. Il y a Liège, la branche aéronautique, celle-là qui fonctionne bien, puisque Eurocopter a même repris l'activité économique de cette entreprise. Ensuite, il y a la branche sous-traitante automobile qui va mal, comme beaucoup d'entreprises de la sous-traitance automobile. C'est celle-là qui a connu un dépôt de bilan, avec aujourd'hui des repreneurs qui se positionnent. Donc on va voir la suite. On annonce un repreneur à la fin du mois de juillet. Est-ce que vous savez où on en est exactement? Pas encore. Je les ai bien sûr rencontrés parce que je me bats pour l'emploi sur mon territoire. C'était un combat majeur. Donc la région aussi accompagne ces reprises sous forme de sécurisation des emplois, sous forme d'aide à l'innovation, etc. Puis il y a la 3e branche qui est MIA électrique, qui est l'ancienne branche de Liège, voiture électrique, là sur laquelle la région est rentrée au capital de cette entreprise, avec une repreneuse qui vient d'arriver, une franco-coréenne, très débrouillarde, très dégourdie, qui a lancé une nouvelle offensive commerciale.
Maintenant, voilà, la voiture est sur le carnet de commandes de l'UGAP. Qu'est-ce que c'est que l'UGAP? C'est l'achat des fonds publics, donc les collectivités locales peuvent aussi s'engager. C'est l'avenir, la voiture électrique. Alors c'est un combat, j'étais visionnaire un peu, mais il faut bien anticiper. Vous trouvez que l'État, les ministères, etc. font suffisamment d'efforts en matière de voiture électrique? Je voudrais qu'ils en fassent plus. Je voudrais par exemple que dans toutes les villes qui sont asphyxiées par la pollution et par les embouteillages, on puisse dire voilà, le stationnement sera gratuit pour toutes les voitures électriques, par exemple. Mais il faut rendre solvable ce marché. La voiture électrique, la mienne électrique coûte 10 000 €. Donc c'est pas rien, c'est déjà un investissement important. Sauf que quand on a une voiture électrique, ça ne coûte plus que 1 € au 100 km de carburant. Donc c'est très peu. Et sans entretien de moteur, sans pollution. Donc c'est vite rentabilisé. On va revenir donc sur les questions environnementales. Mais on continue peut-être sur le livre avec des questions d'internautes. Marianne, alors Marianne, elle vous tutoie. Elle dit: pourquoi n'as-tu pas mis Victor Hugo dans ton livre? Ah, j'aurais pu. J'aurais pu mettre Victor Hugo dans mon livre. Parce que ces choix ne sont pas artificiels dans ce livre. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes avec lesquels à un moment j'ai eu une rencontre. Soit une rencontre parce que j'ai eu l'occasion, comme je le dis à chaque début de chapitre, d'approfondir leurs pensées, leurs itinéraires, leurs mémoires, soit parce que je les ai moi-même rencontrés, comme Lula, je l'ai rencontré, comme François Mitterrand, bien évidemment, comme Ariane Mouchkine, qui symbolise aussi le courage de la création culturelle, le courage physique aussi avec Gabard, le navigateur. Donc c'est un mélange d'hommes et de femmes qui, à un moment, sont eux-mêmes surpris de leur capacité à surmonter les épreuves, à rester joyeux. C'est aussi un point commun à tous ces hommes et ces femmes, à continuer à donner du bonheur autour d'eux, comme dit Nelson Mandela. Il sort quand même après 27 ans de prison. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit « Vivre libre, ce n'est pas seulement s'affranchir de ses chaînes, c'est aussi permettre à ceux qui sont autour de soi de vivre libre également, de s'affranchir eux-mêmes. » C'est extraordinaire. Un portrait un peu plus d'actualité. Sylvain vous demande: Madame, votre livre est très bien, dit-il. Ne pensez-vous pas qu'il manque juste un type de personne, les lanceurs d'alerte? Alors il cite Edward Snowden, mais le livre est sorti avant, et Irène Frachon dans l'affaire du Mediator. Irène Frachon est une femme en effet extraordinaire, qui a dit la vérité contre vents et marées, qui a affronté la loi du silence. C'était du courage. Mais bon, les personnages que j'ai choisis sont des personnages historiques qui, à un moment ou à un autre, ont porté le destin de leur pays. Donc on n'est pas tout à fait dans la même catégorie, dans les mêmes critères. Vous parliez tout à l'heure de votre rencontre avec François Mitterrand, vous étiez une de ses ministres, et justement dans le chapitre sur François Mitterrand, vous rappelez votre combat pour sauver le marais Poitevin qui était menacé dans les années 90 par un projet d'autoroute. Et vous faites un très bref parallèle dans le livre, en une phrase, avec Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que le gouvernement ne doit pas revoir en profondeur, une fois encore, le programme de Notre-Dame-des-Landes face à la contestation, tout comme le tracé de l'autoroute qui devait traverser le marais Poitevin avait été totalement revu? Vous savez que sur Notre-Dame-des-Landes, il y a une commission d'examen, justement, que le Premier ministre a mis en place, et une commission qui va mettre à plat l'ensemble des tenants et des aboutissants du projet. Est-ce que pour autant le projet sera modifié en profondeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'ensemble des éléments pour juger cela. Ce qui me paraît important, c'est la prise en considération, vous voyez, de l'aspiration à la protection des espaces naturels. Bon, le marais Poitevin, c'était un lieu exceptionnel, parce que c'était la deuxième zone humide d'Europe, et que tous les élus, les grands élus, droite et gauche, étaient favorables à l'autoroute, au nom de l'équipement, etc. Et puis que c'était la recherche d'économie, c'est-à-dire le tracé le plus court. Et quand je me suis engagée dans ce combat, avec une vingtaine de maires ruraux, c'était les petits avec qui j'étais, les agriculteurs du coin, les associations de protection de l'environnement du territoire, les maires ruraux qui étaient là, que j'avais rassemblés dans une charte intercommunale du marais Poitevin. À un moment, on a dit non, c'est pas possible. Alors là et l'autoroute, elle s'est faite. Il y a une conciliation entre le fait d'équiper un pays. Il ne s'agit pas d'être contre l'équipement, ni de retourner en arrière, mais de trouver un juste équilibre, une harmonie entre la protection des valeurs naturelles et l'équipement. Et c'est ce qui a été fait, puisque l'autoroute, je raconte cette scène dans le bureau de François Mitterrand, il a pris un crayon, il a dit l'autoroute passera au nord de Niort, ça fait quelques kilomètres en plus, mais le prix de quelques kilomètres en plus vaut la protection du marais Poitevin. S'agissant de Notre-Dame-des-Landes, là aussi, tous les élus droite et gauche ont voté ce projet. Donc est-ce que vous dites la même chose?
il a été voté, donc il faut le faire, moyennant quelques adaptations, mais il faut le faire, vous dites ça? Moi, vous qui avez la fibre régionale, parce que là, c'est les pouvoirs locaux et régionaux. Oui, mais bon, ça ne concerne pas ma région. Hein, donc, j'ai pas les. Moi, vous savez, je prends des positions où je défends des attitudes ou des principes ou des projets quand je les connais parfaitement. Ce que je dis simplement dans ce sujet-là, c'est qu'il faut de l'écoute, ça ne se fera pas sur s'il y a une levée de bouclier sur le terrain et si les gens sont farouchement attachés à leur territoire. Vous voyez? Donc, soit on est capable d'expliquer clairement la logique d'un projet, et à ce moment-là, on est capable de rassembler autour de ce projet, soit il y a une revendication populaire qui dit non, il y a peut-être d'autres façons de faire, et à ce moment-là, il faut regarder comment on intègre ces préoccupations-là. On ne peut plus faire contre les gens. Ségolène Royal, on le voit, hein, la lecture de ce livre soulève aussi des questions politiques d'actualité directe. Il y a des internautes qui ont réagi aussi à votre livre et qui vous ont parlé de courage. Steve vous demande par exemple, vous parlez de courage dans votre livre, ne trouvez-vous pas que Delphine Batho en a fait preuve en osant contester l'austérité? Alors le courage justement, est-ce que ce n'est pas de dire que la maison brûle, pour reprendre des termes célèbres, et qu'on regarde ailleurs? Je ne crois pas, c'est le contraire du courage, au contraire. Le courage, c'est de se battre pour ses idées et de continuer à lutter justement pour faire avancer la cause de l'écologie. Donc pour répondre à la question de Steve, Delphine Batho a-t-elle fait preuve ou non de courage en contestant l'austérité? Non, justement. Le courage, ça aurait été au contraire de continuer à rester là pour se battre pour des idées auxquelles on croit. L'écologie, ça ne se résume pas à quelques pourcentages dans un budget. Donc je crois que au contraire, il y a eu manque de respect, il y a eu manque de courage et une espèce d'arrogance. Manque de solidarité aussi. Manque d'esprit d'équipe, une espèce d'arrogance et puis un contresens terrible sur ce qu'est l'écologie. Ce n'est pas un service rendu à l'écologie que de dire l'écologie c'est 7% dans un budget. C'est bien au-delà l'écologie. C'est un changement de regard, c'est une mutation de société, c'est intégrer à toutes les décisions publiques la dimension écologique. On peut agir sur l'écologie de façon gratuite, beaucoup plus efficacement qu'avec quelques pourcentages dans un budget. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, faire le stationnement gratuit pour la voiture électrique. Par exemple, ça coûte de l'argent indirectement. Non, ça en rapporte. Pourquoi ça en rapporte? Parce que la pollution automobile produit des affections respiratoires qui coûtent très cher à la sécurité sociale. Donc il faut être visionnaire dans l'écologie. Il faut voir qu'un certain nombre de contraintes se transforment en bien-être. Par exemple, si on conditionnait tous les permis de construire à l'obligation d'utiliser les écomatériaux, ça permet de créer des emplois. Les énergies renouvelables, ça permet de les développer, de rendre les marchés solvables pour des milliers d'entreprises à travers le territoire. Autre exemple, si on baisse, comme je l'ai fait dans ma région, les pesticides, déjà dans tous les espaces publics, 0 pesticides dans tous les espaces publics. Mais on réduit considérablement la pollution et on sait aujourd'hui que les pesticides sont directement liés au cancer. Donc quand on va baisser la pollution, on va améliorer la santé et le bien-être des gens et en plus on va leur faire gagner du pouvoir d'achat. Vous savez, juste un autre exemple très concret. Quand je construis dans ma région des écoquartiers, les familles qui habitent ces écoquartiers passent d'une facture de chauffage et d'électricité de 1 000 € par an à 250 € par an. Vous imaginez le gain de pouvoir d'achat plus la création d'emplois dans toutes ces filières. C'est ça l'écologie. C'est une démarche puissante. Est-ce que la difficulté ne vient pas du fait que l'écologie, ça rapporte à long terme et qu'à court terme, il faut réduire des dépenses? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Est-ce que Delphine Batho n'a pas été un peu victime de ça? Vous savez, la victimisation, quand on a peut-être tout trop vite et trop facilement, on n'a plus la notion, je crois, des valeurs. On ne peut pas dire qu'on est victime quand on est ministre du gouvernement de la France. Donc elle a sur manqué un enjeu de courage et d'influence, de poids politique. Je ne vais pas accabler, parce que moi je trouve ça désolant dans la mesure où Delphine Batho, c'est une responsable politique que j'ai encouragée, que j'ai formée, que j'ai aidée. Et vraiment, et vraiment j'aurais vraiment préféré qu'elle réussisse. Vous voyez, mais aujourd'hui, raconter qu'elle a été victime la victimisation, non. Ça, il ne faut pas, parce que c'est elle qui fait du mal au gouvernement. Vous voyez, il y a un manque de respect. Jean-Marc Ayrault lui a accordé sa confiance. La moindre des choses, c'est d'être à la hauteur dans son comportement de cette confiance. Mais on ne donne pas comme ça un coup de pied à quelqu'un qui vous a fait confiance et qui vous a donné une chance extraordinaire. Est-ce que le gouvernement va assez fort, assez vite, assez loin en matière de transition énergétique, ou est-ce que vous
vous êtes critique sur sa manière de faire? Et vous savez, je me suis déjà exprimée là-dessus, justement. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Hein. Donc même le bilan d'un an de Delphine Batho, il est quand même... C'est le bilan de Delphine Batho, justement, c'est la question qu'on peut se poser. Elle est là depuis un an. Elle est là depuis un an. Donc elle ne peut pas partir en étant victime, alors que... Et quand elle a passé... C'est pas le bilan du gouvernement dans son ensemble? Je ne sais pas. Moi, j'étais ministre de l'Environnement, j'ai fait un bilan au bout d'un an. Chaque ministre a un bilan à rendre. Et on a le budget qu'on mérite aussi, ça se défend un budget, avec des arguments forts, vous voyez. Et quand je vois que ni à la passation de pouvoir, elle n'a parlé d'écologie, pas un mot d'écologie, ni à sa conférence de presse, pas un mot d'écologie. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Et puis, moi, j'espère que le nouveau ministre, qui est un élu local, qui a fait des choses sur son territoire, parce qu'il est même venu souvent dans la région, notamment les circuits courts dans l'agriculture, etc. Donc il a l'habitude en plus de gérer l'administration. Il va reprendre, j'espère, tout cela en main et que les choses vont redémarrer. On va en parler dans un instant. D'abord, une question de Frédéric qui vient de tomber. Elle demande et Montebourg alors, qui ne se prive jamais de critiquer le gouvernement et qui multiplie les couacs, pourquoi n'a-t-il pas été limogé lui aussi? Vous pensez que Arnaud Montebourg a plus de liberté de parole, éventuellement, plus de poids politique? Il y a une différence quand même entre les deux. C'est-à-dire que Arnaud Montebourg a tenu des propos tout à fait désobligeants à l'égard du Premier ministre. Il a été rappelé à l'ordre, mais il n'a pas remis en cause ce qui fait le fondement même d'une équipe gouvernementale et d'une cohérence d'un pouvoir exécutif, qui est l'acte budgétaire. Vous voyez, quand on reçoit des lettres, ce que s'appelle les lettres plafonds, c'est-à-dire chaque ministre reçoit un moment du Premier ministre, arbitré au sein du gouvernement, dans des réunions ministérielles. C'est pas facile en ce moment de gérer les fonds publics. Chacun est amené à faire des économies. Les Français veulent qu'on fasse des économies. Donc vous imaginez si tous les ministres allaient sur la place publique en disant non, mon budget est mauvais, non, j'en veux plus. Mais alors il n'y a plus d'équipe gouvernementale, il n'y a plus de gouvernance. C'est l'acte politique de solidarité et d'autorité politique. Et puis on ne peut pas défendre un budget au Parlement qu'on a soi-même critiqué. C'est impossible. De même, vous savez, par exemple, quand dans une mairie, quelle que soit sa taille, même une petite mairie, il y a une décision collégiale, il y a un budget dans une région, dans un département, un vice-président ou un maire adjoint qui contesterait le budget, il se voit immédiatement retirer sa délégation d'adjoint. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir la confiance des citoyens si vous contestez même les décisions qui sont prises. Puis une fois de plus, 7% sur un budget, mais je veux dire, ça se compense d'abord par la Banque publique d'investissement qui va être mise en place. On va en parler aussi dans un instant. Ça se compense dans l'ensemble des projets gouvernementaux. Il y a 18 plans de mutation écologique dans l'ensemble des ministères. Jean-Marc Ayrault va annoncer un plan d'investissement. Il va annoncer un plan d'investissement. Donc au contraire, il faut se battre. Même quand on échoue sur un certain nombre d'arbitrages, on lâche pas, on continue Ségolène le Royal, combat. on va continuer à parler de politique. On va passer à notre séquence pour ou contre. C'est très simple, on va vous poser quelques questions d'actualité politique et vous demander si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, avec évidemment une petite phrase d'explication. On a décidé de faire un pour ou contre spécial ex-ministre de, puisque vous avez été ministre à plusieurs reprises. Oui. Et alors vous avez commencé par être ministre de l'Environnement, justement. On en parlait tout à l'heure avec François Mitterrand. Est-ce que vous êtes pour ou contre la hausse des tarifs de l'électricité, qui est en fait la première mesure du nouveau ministre de l'Environnement aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une décision du ministre de l'Environnement. C'est lui la qui hausse l'a de annoncé. l'électricité. Ah, lui qui l'a annoncé. Oui, enfin, non, je ne suis pas favorable à cela. Je trouve que ça manque de transparence, que les gens sont pris un peu en otage par cette hausse d'électricité et qu'il faut accélérer les énergies renouvelables, première chose. Deuxièmement, il faut contrôler aussi les investissements d'EDF, savoir pourquoi est-ce que l'électricité augmente de cette façon-là. EDF est en situation de monopole, donc c'est vrai que du coup c'est plus facile pour eux d'augmenter l'électricité et en contrepartie, il faut un contrôle et une transparence pour les consommateurs sur la raison de l'augmentation de l'électricité et aujourd'hui cette transparence manque. Madame l'ex-ministre de l'Environnement toujours, l'exploration des gaz de schiste, pour ou contre? Écoutez, même le président de la République a dit non. Donc là aussi, l'argument consistait à dire c'est des lobbies qui nous ont fait peur, c'est pour ça que j'ai quitté le gouvernement, comme a dit Delphine Batho, ça ne tient pas la route, puisque le président de la République lui-même a dit qu'en l'état actuel, des technologies de fracturation hydraulique qui sont dangereuses parce que ça peut provoquer et la pollution des nappes phréatiques et des ébranlements de sol, de sous-sol dont on ne connaît pas les effets, ne se fera pas tant que les technologies n'évoluent pas. Donc je suis contre...
Ségolène Royal, dans votre livre, vous citez Jean Jaurès, hein, l'éducation est au cœur et en avant de tout. Vous avez été ministre aussi de l'enseignement scolaire, pour ou contre la réforme des rythmes scolaires? Ça perturbe beaucoup sur le terrain, je peux vous dire, moi qui suis dans une région, à la tête d'une région rurale avec beaucoup de petites communes qui ne savent pas comment elles vont payer l'aménagement des rythmes. Et donc pour l'instant, ça a été fait sur la base du volontariat. Mais il y a beaucoup de... En plus, ce n'est pas le cœur du système. Vous voyez, le cœur du système, c'est quoi? C'est la formation des enseignants. Déjà, c'est d'avoir de bons enseignants pendant le temps scolaire. Ça, c'est très important. Là, maintenant, les enfants vont être libres à 15h30, etc. Il y a beaucoup de parents qui travaillent. C'est une réforme qui a été malmenée, menée trop vite peut-être? Un peu vite, je pense. Pas suffisamment de concertation et surtout pas de solution en face. Parce que les inégalités scolaires, elles vont se jouer du coup dans le périscolaire. Entre les enfants qui auront des activités intéressantes après 15h30 et ceux qui n'auront pas d'activités, qui seront dans de simples garderies, mais il va y avoir une très forte inégalité. Surtout entre les grandes villes et les petites communes. Et surtout entre les grandes villes et les petites communes, parce que ça coûte cher. Donc il faut continuer à travailler ce sujet. C'est un vrai sujet, hein, l'aménagement des rythmes. Les enfants sortent fatigués, ils restent très longtemps à l'école. Mais si vous avez des garderies, l'amplitude horaire que subissent les enfants déposés à 7h du matin et repris à 7h du soir, mais aucun adulte ne supporterait ça. Or, vous voyez des enfants qui subissent ça. Donc, ça pose aussi l'aménagement du travail. Vous voyez, on ne peut pas régler l'aménagement des rythmes si on ne s'interroge pas sur la durée des transports, parce que ce sont les gens les plus défavorisés qui ont les transports les plus longs, et entre le travail, domicile et travail, notamment pour les femmes. Et puis, c'est la question de l'aménagement du temps de travail aussi. D'accord. Donc, en fait, toute la société. Madame l'ex-ministre de la Famille, puisque vous l'avez été aussi, pour ou contre le mariage pour tous, et maintenant l'adoption pour les couples homosexuels. Alors, ça a été fait, le mariage pour tous. Oui, donc voilà, maintenant les choses se sont apaisées et ça, c'est une bonne chose. Sur l'adoption, les choses sont acquises. Vous voulez peut-être parler de la procréation médicalement assistée? Et oui, la procréation, pardon. Non, moi, je ne suis pas favorable. Contre, voilà, je ne suis pas favorable. Et dernière question, pour ou contre le congé parental obligatoire pour les hommes? Ça, c'est une réforme aussi qui vient d'être menée. Oui, vous savez que j'avais fait le congé de paternité déjà. C'était une révolution quand j'étais ministre de la Famille, puisque maintenant les hommes ont 15 jours de congé au moment de la naissance. Ils avaient 3 jours à l'époque. Donc ça, c'était déjà une mutation. Est-ce qu'il faut que ça devienne obligatoire comme Alors, c'est pas vraiment obligatoire. C'est l'idée que le congé de paternité, le congé parental ne peut être prolongé que si c'est l'autre conjoint qui le prend. Et je trouve que c'est bien. Parce que d'abord, c'est bien pour les mamans et c'est bien pour les papas. C'est bien pour les mères parce que elles ne sont pas non plus contraintes de prendre ce congé si elles ont aussi un centre d'intérêt professionnel. Et c'est bien pour les pères parce que ça veut dire que dans leur entreprise, la légitimité de leur rôle de père sera reconnue. Vous voyez, parce que les pères qui sont à la sortie de l'école ou qui disent « non, il faut que je rentre, j'ai mes enfants », ils sont regardés de travers. Et là, le fait que ça soit inscrit dans la loi comme un droit légitime pour les pères de s'occuper de leurs enfants, je trouve que c'est très important parce que ça rééquilibre. Et que vous savez, on a regardé un certain nombre d'études sur la longue distance, c'est ce qui m'avait d'ailleurs conduit à faire le congé de paternité. Quand les parents se séparent, il y a un enfant sur 3 qui ne voit plus jamais son père, sauf si le père s'en est occupé dans la petite enfance. Ça crée une relation. Donc le lien parent-enfant dans la petite enfance est un lien qui va engager le lien de filiation pendant toute la vie. Donc c'est important ce partage des tâches. On va passer à un autre chapitre qu'on voulait absolument aborder avec vous, c'est l'économie et la Banque publique d'investissement, notamment dont vous êtes la vice-présidente. Vous avez été un peu sévère sur la première année de la gauche au pouvoir. Vous avez dit dans Le Monde il y a très peu de temps qu'il aurait fallu aller plus vite dans les réformes. Alors on a calculé entre octobre 2012 et juin 2013, on a compté 39 lois adoptées cette année, soit presque autant qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, lors de la première année de Nicolas Sarkozy, qui en avait fait adopter 42. Est-ce qu'au contraire, on ne va pas un peu trop vite dans les réformes, quitte à faire oublier le changement, à le rendre moins visible? C'est paradoxal ce que vous dites là. D'abord, sur ma prise de parole, je considère que j'ai une liberté de parole bienveillante. C'est-à-dire qu'on attend de moi aussi que je dise des choses telles qu'elles sont, dans la vérité de ce que je ne prétends pas avoir tout le temps raison, mais en tout cas, j'exerce cette liberté de parole
parce que je crois que c'est utile, qu'il y ait une voix qui s'élève, qui a pesé dans la vie politique, qui continue à exercer des responsabilités politiques, au moins territoriales, puis dans cette banque publique, et qui puisse dire les choses en toute franchise. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de changements ne sont pas venus. On parlait de l'écologie tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de mutations, de soutien donné aux petites et moyennes entreprises, etc. Mais je considère que là on est en train de passer un nouveau cap, puisque ne serait-ce que la banque publique, par exemple, elle est mise en place. En 6 mois après le vote de la loi, voilà un outil majeur de financement des PME qui est opérationnel. Donc il faut continuer à monter en puissance. Demain, je la mets en place dans ma région, avec la première convention. Donc ça va se déployer sur l'ensemble des territoires. Il faut que les chefs d'entreprise sachent, ou les jeunes qui veulent créer des entreprises, sachent que cet outil existe, qu'il leur appartient. Alors la BPI, parlons-en. Justement, vous aviez pris la parole pour contester le choix d'un nouvel immeuble, d'un siège social rutilant, d'autant qu'il y a des locaux à Maison-Alfort. Or, la BPI s'est quand même installée, boulevard Haussmann, dans un immeuble qui coûte très très cher. Oui, mais je le regrette, j'ai dit les choses là aussi, au conseil d'administration où je siège au nom justement de l'ensemble des territoires. J'ai dit les choses et je pense que ce n'était pas utile, donc je le redis, je ne vais pas vous dire le contraire. L'argent aurait été mieux utilisé ailleurs. Voilà, ce n'était pas utile, il fallait de la sobriété, il faut de la sobriété. Et pourquoi vous n'avez pas été entendu? Parce que les choses étaient faites. En tout cas, je l'ai dit, je pense qu'un certain nombre de choses ont été recalées, recadrées, elles ont été revues à la baisse, donc un certain nombre de dépenses n'ont pas été faites suite à cette intervention. Mais il faut aussi reconnaître de l'autre côté que maintenant l'outil est en place, il a été mis en place de façon efficace et rapide. C'est complexe de créer une nouvelle banque. Il y a un certain nombre, il faut des apports en capital, il faut les autorisations, etc. Et en 6 mois, cette banque est opérationnelle. Donc là, il y a eu un dérapage de départ. Mon intervention a permis de recadrer les choses. Je pense que ça ne se renouvellera pas, qu'il va y avoir maintenant une attention très attentive sur les frais de fonctionnement de cette banque. Et d'ailleurs, elle se déploie sur les territoires à partir de bureaux existants, puisque ce seront les bureaux de l'actuelle banque des PME, Poséo. Commencer demain dans votre région. Voilà, avec des conventions. C'est quoi la banque publique? C'est une banque qui va aller vite. Une banque de proximité, puisque 90% des engagements auront lieu au niveau régional. Une banque de simplicité. Et donc on veille aussi à ce que les choses soient rapides et simples et qui va accompagner l'entreprise à toutes ces étapes de création, les créations d'entreprise, l'innovation, le changement de taille, le besoin de trésorerie, le besoin d'investissement, l'entrée de capital de façon minoritaire. On arrive petit à petit, Ségolène Royal, sur la vocation même de la BPI, et c'est une question que nous a suggéré Simon, je vais un peu la reformuler, mais sur le fond, la position de la BPI sur les dossiers Petroplus et Florange ont récemment fait débat. Oui. Alors la BPI, est-ce qu'elle sert à sauver des entreprises en difficulté ou est-ce qu'elle sert à investir dans des secteurs qui vont créer l'emploi de demain ? La priorité, c'est d'investir dans des secteurs qui créent l'emploi d'aujourd'hui et pas seulement de demain. C'est-à-dire l'innovation, la mutation écologique, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de secteurs prioritaires, la relance industrielle, les métiers du futur, l'agroalimentaire, mais y compris aussi l'économie sociale et solidaire. Donc l'aéronautique, donc elle aide les filières industrielles et économiques d'aujourd'hui. Est-ce que la sidérurgie en fait partie? Bien sûr, par exemple. Bien sûr, la sidérurgie en fait partie au sens où la banque publique n'est pas là pour sauver artificiellement des entreprises. Encore faut-il qu'elles aient un marché, qu'elles soient solvables, qu'il y ait de la productivité, qu'il y ait de la rentabilité. En revanche, elle peut aider des entreprises à changer de logique économique, à se retourner, par exemple. Il peut y avoir des secteurs traditionnels en perte de vitesse, mais s'il y a des outils d'innovation dans ces entreprises traditionnelles, elles peuvent rebondir. Donc la banque publique ne va pas intervenir à perte, elle doit veiller aussi à la bonne utilisation de ses fonds. Elle ne recherche pas, comme les banques traditionnelles, des profits échevelés, puisque le taux de rentabilité de la banque publique, ça doit être de 2%. C'est-à-dire le coût de fonctionnement. Est-ce qu'elle peut prendre plus de risques qu'une banque ordinaire? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle peut prendre plus de risques qu'une banque ordinaire? Parce que c'est une banque patiente. Elle peut, par exemple, rester au capital d'une entreprise pendant 15 ans. Donc, elle peut investir, anticiper, être visionnaire et accompagner les entreprises qui affrontent le futur. Et c'est ça qui est très important. Alors qu'une banque traditionnelle, et c'est pour ça que la banque publique a été créée, c'est moi d'ailleurs qui en ai eu l'idée, souvenez-vous, au moment de la grave crise financière de 2008, où je voyais l'État renflouer les banques.
On va dire, mais tout cet argent serait mieux utilisé dans une banque publique qui financerait l'économie. C'est ce qui est en train d'être fait. La BPI, dans cet ordre, dans ce domaine-là, elle s'est vue attribuer donc la gestion du CICE, le crédit d'impôt, les fameux 20 milliards. Oui. On a l'impression que ça démarre très lentement, que c'est compliqué cette affaire-là. C'était la bonne formule, la manière dont le gouvernement a procédé. Alors, c'était un peu compliqué au début. Vous reconnaissez? Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on y a veillé, qu'on a demandé que les choses évoluent, que les choses changent. Et elle s'accélère maintenant? Elle s'accélère. C'est-à-dire que ça a été énormément simplifié, puisqu'on peut remplir un dossier à envoyer sur Internet dans sa banque publique régionale. Et les choses se font très rapidement et dans un délai très rapide. Et en plus de façon gratuite. Car au début, en effet, cette avance, qui est une avance finalement de trésorerie, était payante. Et on s'est rendu compte que la banque publique s'est rendu compte que pour les petites entreprises, on a fait remonter d'ailleurs sur le terrain un certain nombre de réajustements. Et c'est ça, c'est aussi une banque intelligente. C'est-à-dire une banque qui est à l'écoute de ce qu'elle met en place et qui est capable de réajuster très rapidement ses outils d'intervention. On a reçu beaucoup de questions d'internautes aussi cette semaine sur votre personnalité, votre courage, les épreuves que vous avez pu traverser aussi en rapport avec ce livre. Et on va essayer d'en poser quelques-unes, c'est Michel qui commence. Oui, une question de Marie qui dit « Vous êtes avec Martine Aubry la seule grande figure du PS à ne pas être au gouvernement. Pour le dire avec un maximum de pudeur, dit-elle, votre passé personnel a-t-il été un facteur déterminant ?» Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais vous savez, moi, je ne veux plus rentrer dans ces considérations-là, au sens où c'est vrai que j'ai un itinéraire politique, j'aurais pu arrêter la politique, après tout cela, je me suis posé des questions, bien évidemment, comme je raconte dans mon livre, et j'explique pourquoi finalement je continue, et donc je ne veux même pas me poser cette question. Donc vous ne considérez pas que François Hollande, par précaution, dise non, non, pas Ségolène? Je ne crois pas. Non. Mais je ne veux, vous voyez, je ne veux même pas me poser la question philosophiquement, parce qu'on ne la poserait pas à un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Non, un homme qui aurait été candidat à l'élection présidentielle, présent au second tour de l'élection présidentielle, on ne dirait pas, écoutez, votre femme fait ci ou fait ça, vous dégagez. On ne le dirait pas à un homme. Donc moi, je me refuse même d'intégrer ce type de questions. Je me le refuse. Question de Sylvia qui vous dit « Chère Ségolène, je suis toujours très étonnée des vives réactions que vous suscitez lorsque vous prenez la parole. Soit on vous adore, soit on vous déteste, dit-elle, mais vous ne laissez jamais personne indifférent. N'est-il pas problématique de diviser autant, entre guillemets, lorsqu'on souhaite rassembler? Est-ce que ça vous pose problème, cette position que vous pouvez avoir dans l'univers politique? Je crois que je rassemble. Je rassemble sur des idées fortes. La preuve, c'est que toutes les idées neuves de 2007, qui ont été parfois très violemment critiquées, y compris dans mon camp, elles ont toutes été reprises en 2012, toutes. Quand j'ai parlé de nation, on m'a dit « mais non, ça ne va pas, c'est de droite ». Quand j'ai repris le drapeau de tricolore en disant « mais la gauche aussi, elle doit être républicaine, elle doit pas laisser ce drapeau au Front National », on m'a dit « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» En 2012, ça n'a plus posé aucun problème. Quand j'ai dit « mais la sécurité, c'est un élément majeur, c'est ni de droite ni de gauche, la gauche doit s'en saisir avec l'ordre juste », ça a été repris. La défense des politiques familiales, etc. L'anticipation sur l'écologie, jusqu'il y a 20 ans, vous le disiez tout à l'heure, j'étais ministre de l'Environnement, j'ai fait voter la loi sur les déchets, la loi sur les paysages, l'application de la loi sur l'eau, la première loi contre les OGM. Vous n'êtes pas d'accord avec Sylvia quand elle dit que vous provoquez un clivage chez les Français? Un clivage, je ne dirais pas. Des positionnements, oui. Mais c'est un compliment, finalement, que me fait cette internaute. Pourquoi? Parce que la politique ne doit pas laisser indifférent. La politique doit susciter le débat. Pourquoi c'est important? Parce que dans un débat, les gens s'expriment. Ils expriment leur opinion, ils expriment leur vision, ils expriment leur façon de voir. Quand on les laisse indifférents, ils subissent. Et moi, je préfère des citoyens acteurs, y compris critiques, avec la capacité d'écouter ces critiques, voire d'en intégrer celles qui sont justes, que de laisser les gens indifférents avec un robinet d'eau tiède. Alors, on va terminer cette émission avec les questions d'actualité de la semaine, comme d'habitude. C'est très simple, on prend 5 actualités qui se sont déroulées dans la semaine qui vient de s'écouler et on vous demande de les commenter. C'est Michel qui commence. La première, c'était jeudi, donc Jean-Marc Ayrault et plusieurs ministres ont entamé les consultations sur la réforme des retraites en recevant les syndicats et le patronat. Oui. L'allongement de la durée de cotisation, pour vous, c'est la solution? C'est la piste, c'est la meilleure piste. C'est la piste, d'abord celle qui est acceptée par les Français, on l'a vu. C'est la piste qui sécurise les gens, parce qu'ils se disent, c'est vrai qu'on vit plus longtemps, donc il vaut mieux garder, protéger notre système de retraite en cotisant un peu plus longtemps.
Mais ce qui est très important, c'est que si cet allègement de durée de cotisation se fait, que soit intégrée la question de la pénibilité des tâches. Parce que je veux que les gens puissent partir en retraite en étant encore en bonne santé. Alors il y a des métiers qui abîment, des métiers qui fatiguent, des métiers qui déforment. Et là, pour ces hommes et ces femmes-là qui travaillent dur, il ne faut pas faire l'allongement de la durée de cotisation. Le même jour, jeudi 4 juillet, grosse actualité politique. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature a été abandonnée par le gouvernement. Alors ça annule de fait la réforme constitutionnelle qui était prévue et le congrès du 22 juillet. Est-ce que François Hollande, tout simplement, a manqué de courage sur cette réforme? On sait qu'il y avait notamment aussi le droit de vote des étrangers qui devait y figurer à l'origine. Il n'a pas manqué de courage. Il a au contraire fait preuve de réalisme par rapport à la majorité des 3/5. Donc, pour réunir un congrès, pour faire voter des textes, encore faut-il s'assurer que ces textes vont... Parce que ça coûte cher un congrès, vous avez vu. Donc, dans le passé, des présidents de la République qui ont fait des congrès pour se faire plaisir, avec des enjeux qui n'étaient pas de vrais enjeux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, l'exécutif est dans une posture de sobriété, comme je le disais tout à l'heure. Soit on est sûr de faire pouvoir passer les textes, soit on sent qu'il n'y a pas la majorité des 3/5. Et à ce moment-là, on se consacre essentiellement à la question de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui est la priorité des Français. Je ne pense pas que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et du droit de vote des étrangers soit aujourd'hui la priorité des Français. Dimanche, Christian Estrosi, le maire de Nice, a provoqué la polémique en promettant de mater les Roms qui s'installent dans sa ville et en les qualifiant de délinquants et en appelant tous les maires de France à en faire autant. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que certains élus ne savent pas quoi inventer pour refaire parler d'eux et pour lancer leur campagne, les élections municipales. Et vous voyez, je trouve ça très mal sur le plan de la morale politique. Que l'on puisse ainsi tenir des propos aussi violents uniquement pour se faire mousser dans le cadre de lancement de la campagne de Nice. C'est pas bien. Et en même temps, vous êtes favorable à l'ordre? Mais bien sûr, mais je suis favorable à l'application de la loi, à la sécurité, etc. Mais c'est pas en insultant les gens que vous réglez les problèmes. Et on va terminer par aujourd'hui, mardi 9 juillet, à 16h15 aujourd'hui même, l'Assemblée va voter les 2 projets de loi interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec les mandats de députés, sénateurs ou parlementaires européens, donc le non-cumul des mandats en d'autres termes. Est-ce qu'il faut mettre fin au cumul des mandats avant les municipales l'année prochaine? C'est pas ce qui est prévu dans le texte, vous savez, non, parce que non, c'est prévu pour 2017. J'ai toujours dit, et je le redis tout de suite, que je considère que le non-cumul des mandats aurait dû être fait tout de suite pour les prochaines échéances. Mais ça, c'est une réforme. C'est une réforme qui coûte pas cher, ça ne coûte rien. Mais est-ce que ça ne va pas s'appliquer de fait? Les candidats vont devoir dire. J'espère que les candidats se l'appliqueront de fait, mais je suis bien placée pour savoir que dans ce domaine, il vaut mieux la loi qu'attendre que les choses se fassent toutes seules. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Ségolène Royal d'être venue sur ce plateau répondre aux questions des rédactions et aux questions des internautes. Merci Michel d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on va faire le dernier direct politique de la saison avec le député écologiste François de Rugy. C'est jeudi 18 juillet à 11h. D'ici là, restez connectés. À bientôt.